Yves Couvreur, bonjour. Bonjour. Vous êtes anatomopathologiste, vous travaillez dans un laboratoire, oui c'est dur à dire, et un grand hôpital qu'on ne va pas citer ici. Alors vous êtes plaignant au Conseil d'État contre l'ordre des médecins. Est-ce que l'ordre des médecins nous veut du mal? Il est là pour nous protéger normalement. C'est une excellente question. En fait, je ne suis pas contre l'ordre des médecins, je suis contre une directive que nous médecins avons reçue, et votre serviteur aussi. Et avec mon collègue Eric Bate, nous avons considéré que cette directive ne correspondait pas ni à notre éthique, ni même à la loi belge. En conséquence, nous nous sommes pourvus en requête au Conseil d'État. Nous avons été auditionnés au Conseil d'État le 19 mars. L'affaire a été plaidée par notre conseil, Maître Van Langendonk, et l'affaire étant délibérée. Donc à ce jour, nous sommes jeudi d'après. Nous avions demandé l'extrême urgence. Le Conseil d'État, ou l'auditeur plus exactement du Conseil d'État, a plaidé contre nous, contre cette urgence. Mais notre adversaire, c'est-à-dire l'ordre des médecins ou son représentant, l'avocat, essayait en plus de dire que l'ordre des médecins, le Conseil d'État n'était pas habilité à juger ce différend. Or, à travers le nom dit de l'auditeur, on peut percevoir que le Conseil d'État considéra qu'il est habilité à juger cette affaire. En ce qui concerne l'extrême urgence, je n'en sais rien. Il semble inhabituel pour le Conseil d'État, quand il refuse, ce qui arrive le plus souvent, l'extrême urgence, de se prononcer très rapidement, ce qui est logique. Alors pourquoi on a demandé l'extrême urgence? Ouais, pourquoi? On se pose la question là. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes médecins et que face à la pandémie Covid-19, on est face à un problème qui n'a jamais été adressé depuis probablement l'existence même de la médecine. C'est un problème gigantesque et qui se double d'un autre problème gigantesque qui est celui de la, ouvrez les guillemets, vaccination. La vaccination elle-même, pour cette maladie qui, jusqu'à nouvel ordre, fait 0,05% de décès, dont la moitié de personnes âgées, nous paraissait tout à fait disproportionnée en termes d'urgence, en termes de peu de suivi, en termes de peu de précision sur les avantages et les inconvénients. Donc Eric Bate et moi avons demandé l'extrême urgence au Conseil d'État en disant nous vous demandons l'annulation, et nous allons y arriver, de cette lettre directive qui nous a été adressée par courrier électronique le 28 janvier 2021. Alors c'est une lettre qui fait référence à une séance du Conseil de l'Ordre du 23 janvier et qui dit à peu près ceci. Que tous les médecins ont reçu. Hein, que tous les médecins de Belgique ont reçu. Et qui dit ceci. L'Ordre des médecins considère que la vaccination est une obligation, que la vaccination est une obligation, en tout cas pour les médecins, de le promouvoir, et toute personne qui manifestera des velléités de contester le bienfait de cette vaccination sera menacée de sanctions sévères. Tout cela est écrit dans cette lettre. Alors évidemment, nous avons été profondément indignés. D'abord parce que l'Ordre des médecins, contrairement à ce qu'il a dit pendant des années, c'est-à-dire qu'il était pour la liberté du médecin, pour etc., liberté de prescrire. Aujourd'hui, s'affirme comme quelqu'un qui donne des ordres et des menaces, ce qui est un petit peu étonnant. C'est déjà une chose. D'autre part, je n'ai pas entendu l'Ordre des médecins se manifester quand on a enlevé brutalement l'hydroxychloroquine. On aurait pu se dire, mais de quel droit un médicament qui était prescrit par milliards de doses, on le supprime maintenant. L'Ordre n'a rien dit. Alors que c'était quand même empiété sur la possibilité thérapeutique des médecins. Donc l'Ordre ne dit rien. Il ne dit rien non plus quand on réintroduit en Stomelinx l'hydroxychloroquine. Parce que là, il y a une incohérence. S'il était d'accord avec le gouvernement, pourquoi être d'accord avec la réintroduction en Stomelinx de cette affaire? Donc on voit que l'Ordre des médecins a un double discours. Deux poids, deux mesures aussi. Deux poids, deux mesures, et puis il dit une chose et puis il fait faire autre chose. Mais pour revenir à la directive, cette directive nous impose, et c'est extrêmement grave, de transgresser les lois de 2002 sur les droits des patients. Donc je rappelle que ces lois, qui ont quand même pas loin de 20 ans, disent précisément ceci. Pour porter un acte au sens le plus large du terme sur un patient, celui-ci doit donner ce qu'on appelle son consentement éclairé. Alors comment obtient-on ce fameux consentement éclairé?
La loi prescrit un certain nombre de paramètres qui doivent être remplis. Mais je n'en prendrai que 2 ou 3. Il faut pouvoir dire au patient ce qui lui arrivera s'il ne veut pas le traitement qu'on lui propose, quels sont les avantages et les désavantages de ce traitement, quels sont les effets secondaires, quelles sont les conséquences à long terme. Et nous savons, de l'aveu même des firmes pharmaceutiques, qu'ils ne savent pas. Alors on se dit, voilà, une maladie qui fait peu de morts, pour laquelle on nous impose d'être, je dirais, les soutiens des firmes pharmaceutiques, qui elles-mêmes disent qu'elles sont dans des phases expérimentales. Donc Eric Bate et moi, soutenus par tout un groupe d'autres médecins, nous avons dit, il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela parce que nous sommes dans une position scientifique qui est discutable, une position légale qui est inacceptable, et une position, je dirais, d'être humain, à titre personnel, d'éthique, qui est inacceptable. Donc c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers le Conseil d'État en lui demandant l'annulation de cette directive. L'avantage de notre recours au Conseil d'État, c'est que d'une certaine façon maintenant, ce recours protège nos confrères qui, eux, ne sont pas seulement menacés par un texte, mais sont menacés par l'ordre et appelés à s'exprimer au Conseil provinciaux de l'ordre, avec évidemment une sanction à la clé très probable. Grâce à cette intervention, ils peuvent se réfugier derrière cela et dire, non, écoutez, il y a une instruction au Conseil d'État, le Conseil d'État est une juridiction supérieure à la vôtre, vous devez donc attendre l'avis du Conseil d'État. Donc cela protège aussi nos confrères. Mais donc le risque, ça pourrait être que, par exemple, vous disiez à un patient que vous lui conseillez de ne pas se vacciner, ce patient contacte l'ordre, imaginons, et l'ordre vous appelle pour vous menacer, ou en tout cas vous... Absolument. Ça pourrait être un article aussi que vous postez tout à fait, ou une interview que je suis en train de faire. Par exemple. Alors j'ai envie de souligner quand même quelque chose, c'est quand vous dites qu'on est en phase expérimentale, il faut dire et expliquer ça aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est-à-dire que la population est cobée, au fait. Absolument. Au sens même des lois de Nuremberg, dont on n'a pas parlé, mais qui figurent quand même là-dedans aussi. Elle est cobée aux lois de Nuremberg, elle est cobée pour ce qui est des lois de 2002, donc nous ne pouvons pas dire que nous n'avons rien vu. Alors accessoirement, j'ai oublié de dire, mais les assurances que nous souscrivons au cas où nous commettrions une erreur thérapeutique sur nos patients ne nous couvrent pas, parce que c'est justement un processus expérimental. Donc les assurances reconnaissent, elles, qu'on est dans un processus expérimental et nous disent non, s'il y a un problème avec vos patients, vous dégustez. Donc il n'y a pas un endroit où nous ne pouvons pas tourner un œil aveugle, comme on dit en anglais, sur ce qui se passe. Et les entreprises, certaines entreprises pharmaceutiques ont été exemptées de poursuites. Donc on est vraiment... Ah oui, mais ça ils ont bien arrangé la chose, puisque nos chers représentants députés, je pense européens, ont voté une loi vers 2006, je pense, qui permet aux firmes pharmaceutiques d'être exonérées de toute poursuite. Donc ça veut dire que c'est la société qui encaissera tous les problèmes, et les médecins, accessoirement aussi les patients, bien entendu. Voilà. Revenons sur ce courrier de l'ordre et de la réponse que vous avez aussi fournie. Oui, donc nous avons articulé notre demande au Conseil d'État sur base des lois de 2002 sur les droits des patients, en disant qu'il n'était pas possible pour nous d'entrer dans l'illégalité, fût-ce sur les oukases de l'ordre des médecins. Alors, l'ordre des médecins, pour justifier cette position qui est quand même un peu curieuse d'un point de vue scientifique, d'un point de vue légal, se base sur le Conseil supérieur de la santé et sur l'Académie royale de médecine de Belgique. Alors, quand on se donne la peine d'aller voir le bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, on tombe sur l'article qui, à l'évidence, est celui auquel fait référence l'ordre, et qui est fait par mon confrère professeur Michel Goldman, et qui dit ceci, en fait, dans la première partie de cet article, il dit « On ne dispose pas d'études comparant les deux vaccins », puisqu'il parle d'AstraZeneca et de versus Moderna.
Mais il ajoute, et c'est ce qui est plus intéressant, il n'y a pas de corrélation établie entre le taux d'anticorps et la protection vis-à-vis de l'infection. Les méthodes utilisées pour mesurer les anticorps ne sont pas standardisées. La protection vis-à-vis de l'infection ne fait pas intervenir uniquement que les anticorps. Nous ne disposons que d'un recul limité sur les effets du vaccin au-delà de quelques semaines après leur administration. Et les protocoles d'essais cliniques sont différents selon les vaccins, les tranches d'âge, etc. Donc il se base sur une note qui admet... Non, il fait une note. Il fait une note, et au fond, je pense que tout le monde comprend en lisant cette note que personne ne sait rien. Personne ne sait rien. Bon. Mais nonobstant ce grand point d'interrogation que le professeur Goldman met en en-tête de son intervention, dans un grand élan, je dirais presque poétique pour le vaccin, il vous dit qu'il faut absolument protéger les vaccins ARN messagers parce que ce sont les plus puissants et je vous passe tout le reste. Donc j'aimerais que le professeur Goldman m'explique la logique entre la partie 1 de sa déclaration qui dit « je ne sais pas » et la deuxième où il dit « fonce, klaxon tout hurlant dans le mur ». J'ai du mal de comprendre. Mais c'est là-dessus que se base l'ordre pour nous dire à nous médecins « il faut vacciner parce que les autorités ont dit de le faire ». On dirait presque que l'ordre n'a pas lu cette note, parce qu'elle contredit ce qu'il dit. Je ne serai pas irrespectueux à ce point-là, mais je peux quand même effectivement sourire. Mais nonobstant encore cette histoire, puisque le Conseil supérieur de la santé est également la référence de l'ordre des médecins, on voit que dans le même article de l'Académie royale de médecine de Belgique, celle-ci taille un costume pour l'hiver au Conseil supérieur de la santé. Le Conseil supérieur de la santé, c'est quasiment Sciences Sanoh. En disant ceci, les Académies royales de Belgique, il y en a 2, réaffirment leur mission d'avis. Elles s'inquiètent du monopole de Sciences Sanoh. Donc, voilà, je pense que tout être censé a un peu de mal de trouver la logique là-dedans. Je suis probablement un peu trop vieux ou pas adapté à tout ça, mais moi je ne la vois pas et je semble que je ne sois pas le seul. En tout cas, il n'y a pas une logique médicale. Il n'y a pas une logique de bien-être. Non. Il n'y a pas une logique de préventive. Non, puisqu'ils disent eux-mêmes, nous ne savons pas. Mais dans le même élan, ils vous disent, il faut y aller. Parce que depuis quelques mois, en conférence de presse et dans les journaux, c'est la propagande vaccinale, c'est la solution. Ils en parlent, Frank Van Den Broek en conférence, arrête pas de vaccination, vaccination. Juste vous interrompre sur Frank Van Den Broek, l'exemple est absolument admirable. Voilà, nous avons un gouvernement qui est fait, je ne veux pas que je m'intéresse beaucoup à la politique belge, mais quand même fait de jeunes, à peine sortis de l'œuf pour la plupart, et dont les vieux briscards de la politique en Belgique les ont poussés devant parce qu'ils savent très bien que nous allons vers une situation dramatique. On ne les oubliera pas. On ne les oubliera pas. Par contre, ils aiment autant que les jeunes aillent au feu. Mais on a quand même pris la précaution, je dirais, la camarilla de la vieille garde politique belge, de mettre à leur tête je dirais une espèce de momie, qui s'appelle Frank Van Den Broek, dont il faut quand même se souvenir que les plus grands actes de déontologie ont été la corruption dans l'affaire Augusta, et je me souviens très bien que quand le juge lui posait la question de où étaient passés les billets, il avait dit qu'il les avait brûlés. Donc on a quand même quelques difficultés à croire des gens qui ont un pédigré moral pareil. En tout cas, moi j'ai des difficultés. Alors en termes de vaccination, qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens aussi, sans rentrer dans les détails, mais parce que là, le GRAP a fait un courrier pour répondre à l'ordre des médecins. Oui, excellent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On sent vraiment que la société est divisée entre ceux qui sont tout à fait contre et qui sont souvent quand même informés, et ceux qui sont tout à fait pour, qui regardent peut-être trop le JT. Oui, peut-être aussi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une énorme pression discrète mais efficace. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans un hôpital, on vous visite quand même en vous disant ça c'est quand même important que vous vacciniez. Alors vous devez faire valoir la loi sur les droits des patients, etc. Mais enfin, il y a une pression. Je pense qu'il y a un effet moutonnier aussi. Quand vous voyez X personnes qui le font, la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est rare de voir des gens qui vont à gauche, qui vont à droite et qui ne suivent pas le trafic moutonnier. Il y a les menaces, comme celles que vous voyez. L'envie de revenir, l'illusion. L'illusion, le chantage aussi systématique de la part de cet État, je ne me gêne pas pour dire corrompu,
d'utiliser le supplice de la baignoire à un titre sociologique, c'est-à-dire qu'on plonge la société dans la baignoire, en lock-out, puis on la ressort un petit peu en disant « tu vas te faire vacciner ?» bon, on la remet dedans. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Donc il y a une torture sociale, il y a je dirais, des pressions économiques, des pressions morales. On dit « vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous n'êtes pas un bon citoyen ». Tout ça, je le répète, pour un virus qui tue 0,05%, qui ne tue pas les jeunes, Dieu merci, et qui s'attaque à une classe de population dont je peux parler puisque j'entre de plein pied dedans. Christophe de Brouwer l'a bien montré dans sa note sur la mortalité que la mortalité en 2020 n'est pas supérieure aux autres années, sauf chez les personnes de plus de 85 ans qui sont de plus en plus nombreuses. Qui sont d'abord de plus en plus nombreuses et dont on n'a pas, par autopsie, parce que c'est le seul moyen, là j'en parle à l'aise puisque c'est ma spécialité, la seule façon de vérifier que quelqu'un est mort d'une maladie, c'est de faire une autopsie, de faire des prélèvements et de vérifier que les lésions correspondent au processus pathologique. On les a interdites comme au début on les a interdites, oui. On les a interdites. C'est-à-dire que l'OMS a dit qu'il ne faut pas faire d'autopsie. On ne sait pas pourquoi, parce que c'était la première fois. Enfin, voilà. Parce que moi j'en ai fait au début de l'épidémie de sida. On ne nous a jamais interdit d'en faire. Hein. On a trouvé des tas de lésions intéressantes, entre guillemets. Or ici, on nous a dit il ne faut pas en faire. Ou en faire très peu. Je vois qu'à l'hôpital Erasme, ils en ont fait, mais si je reprends le bulletin, il y a peut-être 6 autopsies auxquelles ils font référence, avec des lésions assez particulières. Parce que ce n'est pas le tout de mourir quand on est âgé avec une PCR positive dont la fiabilité est quand même limitée, et de mourir du Covid. On peut mourir avec le Covid et on peut mourir du Covid. Donc tous ces chiffres, comme tous les chiffres dans cette société, sont faux. Donc il est quand même assez étrange qu'on base des certitudes, des directives, des menaces sur base d'une science qui n'est absolument pas assise. Je ne voudrais pas donner de mauvaises idées, puisque je suis un complotiste. Accessoirement, je vous signale que certains confrères ont été convoqués à l'ordre pour complotisme uniquement. Ah ouais. Ce qui me paraît quand même une nouveauté par rapport à ce que les garanties constitutionnelles permettent en termes de liberté d'expression. Je veux bien que ce gouvernement s'assied sur la Constitution depuis plus d'1 an, et ça n'a pas l'air de gêner grand monde, mais moi ça me gêne quand même. Donc complotiste je suis, ce qui me permet moi de comprendre cette pyramide et de voir la logique qui est derrière et qui est à l'œuvre. J'ai eu un rapport, et je l'ai régulièrement avec quelqu'un qui est à l'ordre, et je lui dis, mais comment il me dit, tu es complotiste, avec un sourire. Et oui, je suis complotiste, parce que moi, ça me permet de comprendre ce qui se passe. Toi, tu es dans le pourquoi pas ceci, pourquoi cela. Les enfants sont également dans le pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi le Père Noël passe le 24 décembre. Je dis, moi, je ne suis plus là, parce que je sais ce qui se passe. Et tant que vous ne voudrez pas le comprendre, nous n'avons qu'une chance de traiter la maladie, je dirais, de la société, et même plus haut. Oublions ça, à ce stade-ci, il est grand temps de dire non. Et ce complot mondial qui est à l'œuvre et dont l'ordre des médecins se fait le rouage volontaire ou involontaire, je ne vais pas accuser mes confrères de participer cyniquement à quelque chose. Je ne dis pas ça. Je demande simplement à tous mes confrères et particulièrement aux pédiatres. Et je songe à M. Deneyer, qui est au fond le numéro 1 en termes médicaux à l'ordre des médecins. Donc Michel Deneyer est un professeur de médecine générale à la VUB. Il a un tropisme pédiatrique, et en pédiatrie, particulièrement en gastropathologie. Mais il a également une casquette déontologique, et quand j'ai vu aspect déontologique relatif au programme de vaccination contre la Covid-19, qui est le texte de l'ordre incriminé, je reconnais sa patte. Je voudrais juste dire que je regrette aujourd'hui, moi, d'avoir vacciné mes 3 filles un peu à tour de bras et d'avoir laissé vacciner mes 3 filles comme je l'ai fait. C'est un problème personnel. J'ai déjà du mal de l'assumer. Je peux comprendre que des confrères, qu'ils soient surtout pédiatres, qu'ils soient médecins généralistes, aujourd'hui, après 10, 20 ans, 30 ans de pratique, d'avoir embrayé chaque année que le bon Dieu fait en disant il faut vous faire vacciner, il faut vous faire vacciner, il faut vous faire vacciner,
aujourd'hui soient presque mentalement, psychologiquement incapables de faire marche arrière. Je trouve ça tout à fait humain. Je leur demande simplement de réfléchir. Voilà. Comme je le fais, je suis dans une position plus facile qu'eux, ayant moins fait de propagande, mais je leur demande de réfléchir. C'est tout ce que je veux, et j'aimerais bien que M. Deneyer réfléchisse aussi. Ce n'est pas le tout de vouloir faire taire, il peut me dire le contraire, mais cette lettre, c'est quand même ça, de vouloir faire taire l'opposition. Ça n'est pas légal, ça n'est pas moral, mais la morale, ça appartient à chacun, à lui et à moi. On se croirait un peu dans un mauvais film de science-fiction. Si on continue dans cette voie-là, on n'y est pas sorti avant 2022-2023. On n'en sortira jamais. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le professeur Raoult. Mais il y a une chose qui m'a un petit peu gêné, c'est que dès le départ, il a dit que ce serait une épidémie, ça s'arrêterait comme toutes les épidémies. J'ai dit d'emblée que non. Très immodestement, je pensais que non, puisque c'est un virus à ARN. Or, les virus à ARN sont des virus qui mutent sans arrêt. Le virus de la grippe est un exemple. Le virus du sida, même chose. Le virus de l'hépatite C, même chose. C'est la raison pour laquelle ces virus échappent au vaccin. Donc, m'expliquer aujourd'hui qu'on a trouvé la pierre philosophale vaccinale en 6 mois m'étonne un peu, parce qu'alors, pourquoi ne disent-ils pas qu'ils vont vacciner contre l'hépatite C, contre le VIH, puisqu'ils en sont là? Bon. Donc, le virus mutant chaque année, nous aurons le vaccin contre le Covid-19, le 21A, le 22B, le 23, le 24. Donc, on ne va jamais arrêter. Mais ce que je voudrais quand même encore faire remarquer, c'est que à l'intérieur de ce vaccin, c'est une boîte noire. Je crois que mes confrères en parleront mieux que moi, mais il y a en tout cas de très lourds soupçons que ce vaccin ne contienne pas que l'ARN messager qui a été breveté par Sanofi Pasteur en 2004, qui n'est donc pas, contrairement à tout ce qu'on a raconté, un virus naturel, puisqu'il a été breveté. On peut breveter la nature, on a breveté un vaccin, auquel on a ajouté un peu de gène de la malaria et du gène du VIH. Bon. Comme avait dit Montagnier. C'est ça. Donc Sanofi Pasteur, très prudemment, ne fait pas de vaccin, mais touche les royalties de Moderna. C'est assez subtil et je peux le comprendre. Donc ce vaccin, il faudra le faire sans arrêt, mais quels sont les additifs de ce vaccin? Moi j'ai entendu parler, je ne suis pas spécialiste, mais je demanderais qu'on analyse une fiole de chez Moderna, comme ça, plaf, on la prend avec un huissier, on fait analyser, on regarde tout ce qu'il y a dedans. Ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on vous met une étiquette, on vous dit l'ARN c'est tel truc, point, la ligne terminée. Il faut aller chercher pour essayer de trouver les ingrédients derrière. Alors, quand on cherche un peu, bon, mon épouse qui est aussi médecin me dit, tu sais, il y a quand même de l'aluminium dedans, tiens, c'est quand même, bon, ok, c'est modérément positif. Mais j'ai entendu parler de choses beaucoup plus inquiétantes, comme le polyéthylène glycol qui est là pour stabiliser l'ARN de chez Moderna. Puisqu'on parlons de celui-là, il y a probablement des squalènes pour permettre au vaccin de se coller, si vous voulez, à la membrane cellulaire des cellules pour permettre à l'ARN d'entrer. On me garantit qu'il n'y a pas de possibilité que cet ARN messager soit réencodé à l'intérieur de l'ADN de la cellule cible. Personne n'en sait rien. Je sais qu'il y a des transcriptases inverses dans l'ADN de l'être humain. Forcément, il a été en contact avec des tas de virus, et donc partiellement avec des virus qui ont des rétrotranscriptases, comme le virus du VIH. Il pourrait y avoir des modifications, vous voulez dire, sur très long terme? Absolument, sur les génomes. Sur le très long terme, même sur la descendance. Absolument, absolument. Alors on peut me dire, vous n'avez aucune preuve, certes, mais vous n'avez aucune preuve du contraire non plus. Donc ceux qui, comme au CDC, parce que j'ai des amis aux États-Unis qui me racontent des choses absolument extraordinaires, me disent, mais le CDC prétend qu'il est impossible d'intégrer l'ARN messager qu'on a injecté dans les cellules, qui soit intégré dans l'ADN. Je dis, c'est très bien, le CDC, ils ont le temps de demi-vie des certitudes du CDC est quand même assez court, donc à leur place, je n'en ferai peut-être pas trop. Mais voilà. Mais aux États-Unis, petit incident pour dire où on en est, je le tiens de première main, les firmes pharmaceutiques vous téléphonent chez vous en disant, on a fait un survey pour savoir si vous vouliez être vacciné. Et c'est le 5e survey qu'on vous envoie et vous n'avez pas répondu.
qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que les centres de vaccination, ici aussi, appellent les gens et appellent les gens. insistent. Trois fois. Insistent. Oui, 3 fois. Bon, je leur dis en termes fleuris que je n'en voulais pas. Je vous épargne les mots que j'ai utilisés, qui n'ont pas place ici. Et donc, aux États-Unis, on vous pousse comme ça. Et mon amie américaine me dit, tu sais qu'ils en sont même à proposer un donut après la vaccination. Et ils en sont même, quand vraiment les gens sont réticents, à proposer, je crois qu'elle m'a dit $95, pas 100, hein, $95 pour être vacciné. Alors c'est vers ça qu'on va. Alors vous me demandiez pourquoi les gens sont divisés en 2 catégories. Vous imaginez la pression de propagande, la pression de menaces, tout ça mis ensemble. Il y a dans une société, sans vouloir me glorifier le groupe, pour dire non, il n'y en a pas énormément. Hein. Il n'y en a pas énormément. De plus, des oukases comme celles que M. Deneyer nous donne à manger sont quand même menaçantes. Moi, c'est parce que j'ai 65 ans que je suis hors de portée d'une réelle menace, et encore moins maintenant avec mon recours au Conseil d'État. Mais que dire de mes confrères qui ont 30 ans, qui ont une carrière à faire, et qui commenceraient leur carrière par une menace de suspension peut-être, mais peut-être même par une menace de radiation. Qui ne connaissent souvent rien à la vaccination aussi. Il y a très peu d'heures de cours. Qui ne connaissent rien. D'heures de cours financées par qui? Alors, prenons l'exemple aussi de la littérature scientifique. Pour moi, l'année 2020 a été une grande surprise. Je savais que la littérature médicale, et pas seulement médicale, c'est quand les sciences, entre guillemets, dures, c'est un peu le cas. Les articles étaient malhonnêtement honnêtes. Je m'explique, c'est-à-dire que vous proposiez un article, on vous le refusait, puis vous retrouviez votre article publié 6 mois après par l'équipe du reviewer. Ça se faisait en physique, je le savais, un ami me l'a dit. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est que la science, la littérature scientifique est malhonnêtement malhonnête. C'est-à-dire qu'avant on publiait malhonnêtement des articles honnêtes, mais aujourd'hui c'est malhonnêtement des articles malhonnêtes. À telle enseigne que moi je n'avais jamais vu, on a fait retirer des articles de malheureux médecins qui avaient publié au tout début de l'épidémie sur la possibilité d'un virus fait à la main. On les a obligés à retirer leur étude, une grande revue. Le Lancet avait fait une étude qui avait été mise sur place par une actrice porno. Rien contre les acteurs porno, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient les mieux placés pour diriger un article du Lancet. Toujours est-il qu'on a dû retirer en hâte cet article. Qui a eu ses effets politiques aussi. Qui a eu ses effets, France notamment. Qui a eu ses effets politiques. Sur l'hydroxychloroquine. Absolument. Donc, et Ioannidis, je crois que c'est Ioannidis qui a écrit un article en montrant que je ne sais pas combien de pourcents des publications en fait étaient bidons. Bidons, tout à fait. Mais elles sont bidons pourquoi? Alors quand on est complotiste, on le sait, mais prenons l'Imperial College à Londres. L'Imperial College, ce n'est qu'un pseudopode de la fondation Rockefeller. Et la fondation Rockefeller, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur extrêmement riche à qui on a dit au début du XXe siècle, monsieur, vous êtes trop riche. Et il a dit, c'est vrai, je suis trop riche. Je vais donc faire un système de fondation. Comme ils font tous. Un système de fondation. C'est qui lui permettait de passer pour un saint, ensuite de diriger la recherche médicale comme il le souhaitait, et ensuite de toucher les dividendes de la modification de cette recette à travers la littérature dite scientifique. Je pense que M. Deneyer ne me contredira pas. En tout cas, s'il veut contredire la fondation Rockefeller, et alors aussi l'Imperial College est financé, bien entendu, par les mêmes suspects habituels, c'est-à-dire la Bill et Melinda Gates. Donc, la littérature scientifique a été complètement soudoyée. Aujourd'hui, on est j'ai cette impression à ce stade de ma vie qu'on est dans un univers de mensonges total. Tout est faux, vous me disiez. Que tout est faux. Prenons quelques exemples. Le cours de l'argent est faux, celui de l'or est faux. Ils sont manipulés parce que ça montrerait de manière trop crue que la fausse monnaie ne peut... Et de la fausse monnaie, tout le monde sait en faisant ses courses que l'index des prix à la consommation est faux. Les statistiques que nous avons vues des décès sont fausses. La littérature scientifique est fausse. Les gouvernements sont faux, entre guillemets, puisqu'ils ne respectent pas la Constitution qui fonde leur autorité. Je crois qu'il est temps, aujourd'hui, que les peuples, je dis bien les peuples, avec une certaine solennité, s'éveillent.
et que pense même qu'il n'est plus temps de réfléchir à l'amélioration d'un système, mais à son bousculement. Merci. Merci Yves Couvreur. Merci.